I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. De la poussière de lune. Dans les années 1960, les hommes réalisent un rêve qu'ils croyaient impossible. Fouler le sol de la Lune. L'aigle s'est posé. En tout, 24 Américains seront envoyés dans l'espace. Un exploit rendu possible grâce à une véritable armée de l'ombre composée de 400 000 ingénieurs et techniciens. Voici l'histoire de ces héros qui ont permis aux hommes de décrocher la Lune. Dans les années 60, la guerre froide fait rage entre les États-Unis et l'Union soviétique. J'étais époustouflé et je me suis exclamé, quoi, ils ont mis un satellite en orbite autour de la Terre? Certains d'entre nous ont grimpé en haut des bancs d'essai pour voir le Spoutnik, un point blanc qui filait à travers le ciel comme un météore. Bien sûr, il ne faisait rien d'autre que bip, bip, bip. Mais il l'avait bel et bien placé là-haut, n'est-ce pas? Dans la conquête de l'espace, nouveau territoire stratégique, les Soviétiques ont une impressionnante longueur d'avance. Ils ont envoyé un premier homme, Yuri Gagarin, une première femme. Partout, ils étaient en avance sur nous. Alors on s'est dit, il faut qu'on se bouge. Il faut faire mieux que les Russes. En mai 1961, le président Kennedy lance un projet révolutionnaire, aller sur la Lune. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win. Je sautais presque de joie tellement j'étais fier de lui. J'étais galvanisé parce que j'allais participer au projet. Je ne percevais pas toute la difficulté technique du projet. À l'époque, tout paraissait possible. Nous étions tous jeunes, nous ignorions l'échec, et nous savions que nous étions capables de réussir. Quand on revient à la réalité, on se demande comment on va y arriver. 10 ans, c'est court. Cette perspective nous plongeait dans un mélange d'euphorie et d'angoisse. L'objectif de Kennedy semble impossible à atteindre. Mais il en sait plus qu'il n'en a l'air. Son secret se situe dans une petite ville de l'Alabama. Dans les années 1950, Huntsville était une localité assoupie. À mon arrivée, il y avait 18 000 habitants. Bientôt, les nouveaux arrivants ont été plus nombreux que les anciens. C'était une belle époque. Certains de ces nouveaux venus sont des ingénieurs allemands aux compétences précieuses. Sous la direction de Werner von Braun, ils ont déjà mis en place les fondements de la propulsion spatiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont été les premiers à construire un missile balistique, le V2. Nous étions arrivés aux États-Unis avec tous les plans du V2. Ces possibilités impressionnaient beaucoup les Américains.
Cette technique était très importante pour la suite du projet spatial, car ses moteurs étaient plus efficaces, plus faciles à commander, et on pouvait vraiment en utiliser deux en vol. Ces Allemands étaient à la pointe de la technique. Ils voulaient aller encore plus loin, non pas dans l'intention de lancer des fusées sur un ennemi, mais bien d'aller dans l'espace, d'aller sur la Lune. La lutte acharnée des États-Unis pour rattraper les Soviétiques permet à von Braun de réaliser son rêve. Von Braun gardait toujours en tête l'idée d'aller sur la Lune, et il l'insufflait à tout le monde. Nous voulions tous y aller. En 5 minutes de conversation avec lui, vous étiez convertis. Il était très charismatique. Il aurait vendu un réfrigérateur à un Esquimau. Auprès de Kennedy, von Braun se montre tout aussi persuasif. Je suis sûr que Wernher von Braun a influencé le président Kennedy. Il a pesé dans sa décision d'annoncer un voyage vers la Lune. Avant même l'annonce de Kennedy, l'équipe de von Braun travaillait déjà à une famille de fusées baptisée Saturn. Saturne 1 mesurait 55 mètres de haut et avait une poussée de 6,7 méganewtons. Lors de son décollage, ses créateurs ne cachaient pas leur joie. Mise à feu, moteur paré, début du lancement, décollage. Go, go, go! Saturne 1 démontre l'efficacité d'une construction étage par étage. On superpose plusieurs fusées de façon à lancer de plus grands engins. Pour se mettre en orbite avec un seul étage, il faudrait que celui-ci contienne d'énormes moteurs, plus leur combustible, pour arriver à pleine vitesse malgré son poids. Les études montrent qu'il est plus facile de placer en orbite une fusée composée de plusieurs étages. Le premier assurait le delta V, c'est-à-dire la montée de 0 à une certaine vitesse. Tous les réservoirs, tous les moteurs étaient alors largués. Le deuxième étage avait donc une masse bien inférieure à propulser. Mais pour quitter l'orbite terrestre, 2 étages ne suffisent pas. Les calculs indiquent que la fusée la plus efficace, celle qui peut aller sur la Lune, doit comporter 3 étages. Le premier étage contient 5 moteurs d'un type entièrement nouveau, les F1. Rien que pour soulever l'énorme fusée, chaque moteur doit brûler près de 3 tonnes de combustible par seconde. Au deuxième étage, il y a également, plus petit, les J2. Mais au troisième, il n'y a qu'un moteur, le J3. Il peut redémarrer et sert à placer la fusée d'abord en orbite terrestre, puis sur sa trajectoire vers la Lune. Le tout constitue la plus grande machine volante jamais vue. Sur le papier, Saturne V est apte à transporter des hommes vers la Lune. Mais cela peut-il se transformer en réalité? Le premier étage, le plus grand des 3, doit produire la poussée initiale pour élever l'engin spatial à une altitude de 55 km. Pour y parvenir, il faut réaliser un énorme bond technologique.
Pendant les 2 minutes et demie de fonctionnement des moteurs F1, leur conduite et leurs soupapes doivent supporter des pressions et températures colossales. Jamais on n'a construit d'aussi gros moteurs à combustible liquide. Von Braun m'a mis à la tête d'un projet d'1 milliard de dollars, des dollars de l'époque. Même s'il ne s'agit pas de dollars d'aujourd'hui, cette somme reste considérable. Moi, un type de 28 ans, sans expérience, prendre une décision pareille, il fallait le faire. Pour faire des essais sur un tel moteur, il fallait des installations à la même échelle. Au lancement, les moteurs du premier étage de Saturn V développent une poussée de 34 méganewtons. C'est une énergie cinétique énorme. Bien entendu, on ne peut diriger les gaz d'échappement vers le sol, sinon le banc d'essai se renverserait. On les récupère donc dans un carnot, puis on les évacue. Inconvénient pour les habitants de la région, les essais produisent de gigantesques quantités d'énergie. Dans certaines conditions météo, les ondes de choc restent au sol et s'y déplacent sur de longues distances. Au début, on cassait les fenêtres de Huntsville, juste au-delà de la colline là derrière. On ne pouvait continuer comme ça sans perdre l'appui de la municipalité. Mais les tests continuent. Bientôt, ils révèlent un phénomène inattendu. Entre autres gros problèmes, il y a eu celui de l'instabilité de la combustion. Dans la chambre de combustion, la rotation de la flamme s'effectuait à 2000 cycles par seconde. La flamme en rotation rapide risque de détruire le moteur en quelques secondes. C'était une condition sine qua non. On devait stabiliser la combustion. Sinon, il fallait renoncer à envoyer un homme sur la Lune. Il fallut des milliers d'heures de travail pour surmonter le problème. À l'époque, on concevait des moteurs de fusée à l'aide d'une règle à calcul, ou guère plus. La solution réside dans le mode d'injection du combustible. La solution, c'est une série de déflecteurs de cuivre sur l'injecteur. Ce système dévie les oscillations, de façon à stabiliser la combustion. Cette ingénieuse nouveauté réglait un très grave problème qui aurait mis fin au projet si on ne l'avait pas résolu. La construction du deuxième étage est confiée à North American Aviation, en Californie. Le deuxième étage pose des problèmes de construction très particuliers et intéressants. Il représente le principal défi du projet Saturn V. Le poids du module lunaire et du module de commande Apollo qui surmonte Saturne V pose un sérieux problème. Car plus le projet avance, plus ce poids augmente. Il faut donc alléger les parties inférieures. Selon nous, il fallait diminuer le poids des 3 étages. Mais la construction du premier et du troisième était trop avancée, nous a-t-on dit. Donc, à nous d'alléger le deuxième étage.
Le deuxième étage contient 2 réservoirs distincts pour l'oxygène et l'hydrogène liquide. Entre les deux, la différence de température est de 50 degrés. Chaque réservoir se termine par une cloison arrondie, relativement lourde. Pour éliminer du poids, quelqu'un a eu l'idée de supprimer l'une des cloisons. Les combustibles seront donc séparés par une cloison unique. On y gagne en poids et en longueur. Mais 2 liquides de température très différentes sont désormais juxtaposés. La cloison était épaisse comme ça. C'était le problème le plus difficile à résoudre. Mais nous avons réussi, car les ingénieurs sont capables de tout, ou presque. Le plus difficile n'est pas d'isoler l'un de l'autre 2 combustibles à très froide température, mais d'éviter que le soleil chaud de Floride ne les porte à ébullition. Nous avons isolé l'hydrogène liquide à l'aide d'un matériau en nid d'abeille. On l'a placé dans de grands compartiments sous vide. On a injecté l'isolant contre le métal, on l'a bien étiré et on a laissé l'adhésif prendre. Au début, nous avons eu des problèmes parce que cet isolant n'arrêtait pas de s'échapper du vaisseau. Pour arranger la situation, les ingénieurs font appel à des spécialistes. La production s'effectuait dans le sud de la Californie, très fréquentée par les surfeurs. Les surfeurs utilisaient de l'isolant alvéolaire pour leurs planches. Comme ils s'y connaissaient bien en la matière, nous les avons embauchés. L'inconvénient, c'était leur absentéisme. Ils étaient toujours à courir après la vague. Mais ils ont fait un excellent travail et ils nous ont apporté un véritable savoir-faire. Nous l'avons compris bien après la fin du projet. Le 3e étage, en construction en Californie, doit propulser la capsule Apollo au-delà de l'orbite terrestre et la placer sur sa trajectoire vers la Lune. Le 3e étage était l'un des plus grands que nous ayons construit chez Douglas. Il faisait plus de 6 mètres de diamètre. Les derniers problèmes sont réglés lors des derniers essais. Nous allions procéder aux essais sur le 3e étage. Directeur des essais, j'en étais entièrement responsable. De la salle des commandes, je supervisais toutes les opérations en cas de problème lors du compte à rebours. Les réservoirs étaient pleins, la pression maximale. Tout se déroulait correctement, mais juste avant la mise à feu, une pièce a lâché. Quelque chose ne tournait pas rond, c'était évident. L'immeuble tremblait, tout bougeait. Nos écrans étaient vides. Une calamité s'était produite, nous le savions. Dans ces moments-là, le cœur s'arrête. C'était clair, tout allait être stoppé jusqu'à ce qu'on trouve une solution.
À peine l'incendie éteint, une difficile enquête commence. On découvre bientôt une sphère métallique servant à maintenir l'hélium sous pression. En explorant les lieux, nous n'avons trouvé que la moitié d'une de ces sphères. C'était un indice important sur la cause de l'explosion. Nous en avons conclu que la sphère s'était séparée en deux. Une série de tests a révélé que le matériau de soudure utilisé pour ces sphères était mauvais. Sous pression, il cédait. Cette histoire a été très éprouvante pour les ingénieurs qui ont mis les bouchées doubles pour trouver l'origine du problème au plus vite. Une panne s'était produite à l'étage de vol, sans lequel atteindre la Lune était impossible. Les soudures posaient un problème à toutes les entreprises participant au projet, car elles étaient plus légères que des rivets et il y en avait des centaines de mètres sur Saturne V. Pendant des semaines, nous n'avons pas réussi à souder. Et on me disait que tant que ce problème n'était pas résolu, il n'y aurait pas de Saturne V. Pour alléger, nous avons utilisé du métal d'épaisseur différente entre le haut et le bas. Mais comme les flux de chaleur varient entre des pièces d'épaisseur différentes, il est encore plus difficile de les souder. Nous avons désossé les machines à souder pour en revoir la conception. Chaque problème débouchait sur un autre, qu'il fallait à son tour surmonter. Personne ne les avait jamais rencontrés jusque-là. C'est donc nous qui devions trouver les solutions. À force de persévérance, les ingénieurs surmontent les problèmes. Mais le temps est un luxe incompatible avec le programme Apollo. Si la NASA veut envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie, il faut qu'elle accélère le développement de Saturne V. La NASA veut faire l'impasse sur une des missions initialement proposées par von Braun et adopter ce qui, plus tard, sera baptisé le « tout en un ». Cela consiste à localiser l'ensemble du projet à Cap Kennedy pour effectuer les essais sur les 3 étages superposés. Avec le tout en un, pour peu qu'un élément ne marche pas, on perdait l'ensemble du vaisseau. Enfin, en novembre 1967, Saturne V est prêt pour son premier essai tout en un. Cette mission non habitée est baptisée Apollo 4. L'ambiance était tendue. Les équipes qui travaillaient étage par étage craignaient que l'absence d'essais individualisés entraîne des dysfonctionnements. Jusque-là, les essais avaient réussi. On pouvait donc prévoir que tout allait bien se passer, mais il y a toujours de petits imprévus. Je me suis dit, mon Dieu, c'est nous qui avons construit cet engin qui est maintenant prêt à voler. Il doit contenir 1 million de pièces et elles vont toutes fonctionner en même temps. Mise sous pression du réservoir d'hydrogène du 2e étage. T-60 secondes. Compte à rebours. J'étais anxieux à cause du rôle capital de mon moteur F1 et des autres systèmes, qui présentaient eux aussi d'importantes inconnues. Toutes les équipes devaient accomplir leur travail à la perfection, sinon la fusée n'allait pas voler. T-50 secondes. Compte à rebours. Transfert d'énergie interne correct. Pendant le compte à rebours,
On fait défiler en esprit tout ce qu'il faudrait encore vérifier. On se dit, c'est bon, ça doit être bon, car on a déjà tout vérifié et revérifié. Le compte à rebours était lancé, la fusée allait partir et on était tous braqués sur la plateforme de lancement. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Début de la mise à feu. 5, 4, mise à feu terminée. Moteur en marche. Décollage. Décollage effectué à 7 heures, heure côte est. Le vaisseau a quitté la tour de lancement. Et alors, on la voit s'élever très lentement. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle ne va jamais partir. Vas-y, pars. On tente de l'amadouer, vous savez, pour qu'elle parte. Malgré ces milliers de tonnes, elle décolle tellement lentement. On se dit qu'elle va retomber. Vous voyez l'onde de choc se propager dans l'eau vers vous. Impressionnant, non? Je n'avais jamais vu d'aussi près un tel dégagement d'énergie. Le sol remuait comme lors d'un tremblement de terre. C'était absolument incroyable. On aurait dit que cette énergie allait nous renverser. J'ai entendu des femmes crier « Et après, des applaudissements. C'est l'aube d'une ère nouvelle. Saturne s'élève vers le ciel avec ses 3000 tonnes et ses 5 moteurs. Ils engloutissent 15 tonnes de combustible par seconde et ont une puissance de 160 millions de chevaux. J'étais tellement anxieux. Quand finalement l'allumage a eu lieu, puis le décollage, c'était merveilleux. Je me demandais, et maintenant, est-ce que notre étage va démarrer aussi? On n'arrêtait pas de regarder les données. Je crois que je n'ai pas respiré pendant ces 8 minutes et demie. Le deuxième étage est descendu tout à fait comme prévu. Nous avons allumé les moteurs et la poussée s'est effectuée. Alors on s'est dit, ça marche. Ouf, voilà ce qu'on s'est dit. Les capteurs ont indiqué que les réserves de combustible étaient épuisées. Puis le S-4B a décollé. Pour moi, c'était terminé. J'avais accompli mon boulot. Apollo 4 est un vol quasiment parfait. L'objectif du président paraît soudain beaucoup plus proche. Après le succès d'Apollo 4, le deuxième essai tout en un, Apollo 6, est prévu pour avril 1968. Ses concepteurs sont confiants. Décollage à 7 heures, heure côte est. On pensait que ce serait du gâteau, qu'aucun problème ne surviendrait. L'essai tout en un a réussi, le vol était parfait. Aucun problème. C'est bon. Après 1 minute 25, tout a l'air bon. La mission semble parfaitement réussie. À ce moment pareil... Mais au bout d'à peine 2 minutes, de graves problèmes surviennent. Comme nous le pensions, les moteurs vibraient. Et le bâti de poussée auquel ils étaient fixés vibrait aussi. En quelques secondes, toute la fusée est secouée.
Si par malchance l'oscillation dans la chambre de combustion coïncidait avec celle de la conduite, elles s'amplifiaient l'une l'autre. Ce phénomène s'appelle résonance. C'est comme quand une chanteuse d'opéra fait teinter un verre en poussant une note d'une fréquence particulière. Une résonance peut avoir des effets destructeurs, quel que soit ce qui résonne. Toutes ces vibrations se réunissent en une seule, gigantesque, qui se transmet jusqu'en haut de la fusée. S'il y avait eu des astronautes à l'intérieur, cela nous aurait obligés à interrompre la mission. À la fin de la combustion du premier étage, les vibrations cessent. Mais les problèmes d'Apollo 6 ne font que commencer. Contrôle thermique OK. Retard de 6 pour la cabine. Reçu. C'était bon la dernière fois qu'on a eu ces données. 4 minutes 30 après la mise en marche du deuxième étage, un moteur J2 montre des signes de faiblesse. La pression interne chutait dans l'un des moteurs extérieurs. Nous ne savions pas pourquoi. La pression a d'abord varié et finalement, le moteur s'est coupé. Quelques instants après, un autre moteur J2 s'arrête. Lanceur, allez-y. Moteur 2 et 3 hors service. 2 et 3 hors service. Affirmatif. Reçu. Nous n'avions plus que 3 moteurs au deuxième étage au lieu de 5. Les gars de la propulsion disaient « Mais nom d'un chien, qu'est-ce qui s'est passé ?» Nous avons 2 moteurs en panne. Pas de panique. Reçu, je comprends. L'impensable risquait de se produire. Ils allaient perdre Saturne tout entier. Alors, au lieu de suivre la trajectoire prévue, l'étage a chaviré puis s'est mis en parallèle avec la Terre. Et les moteurs restants se sont associés pour le redresser. Nous maîtrisons la situation. Reçu. Fonctionnement correct du système de guidage. Reçu. C'est sûr? On l'a échappé belle. Apollo 4 se place en orbite. Reçu. Les ingénieurs se remettent immédiatement à plancher. Nous étions profondément déçus. Nous avions beaucoup à faire pour établir un diagnostic et résoudre le problème en vue du lancement suivant. Ils n'ont pas eu trop de mal à supprimer l'effet de résonance. Nous avons placé un accumulateur, qui n'est jamais qu'un amortisseur comme dans votre voiture, dans la chambre sous pression. Et le problème a été réglé. Mais pourquoi 2 moteurs étaient-ils tombés en panne au deuxième étage? Par élimination, on finit par trouver le responsable, un petit tuyau flexible. Celui-ci amenait du combustible à une pièce essentielle qui servait à mettre le moteur en marche comme une bougie d'allumage. Ce tuyau s'était rompu. Privé d'allumage, le J2 avait commencé à crachoter, puis avait carrément cessé de marcher. Malgré tous leurs tests, les ingénieurs n'avaient jamais observé ce dysfonctionnement auparavant. Lors des essais au sol, de la glace se formait à cause de l'hydrogène très froid qui rigidifiait la conduite. Mais dans l'espace, il n'y a plus d'humidité et donc pas de formation de glace. Rien n'amortissait les vibrations du dispositif d'allumage. Ces vibrations avaient fait fléchir le tuyau et causé sa rupture.
Puisque la conduite était rigide au sol, il n'y avait pas de raison qu'elle soit flexible en vol. Alors nous l'avons remplacée par une autre en matériaux rigides et le problème a été réglé. Mais pourquoi le second moteur était-il aussi soudainement tombé en panne? Cette panne du second moteur sans raison apparente était une surprise totale. Nous ne pouvions savoir à ce moment-là que quelque chose clochait dans son fonctionnement. D'ailleurs, rien ne clochait. La cause de la panne était plutôt embarrassante. L'ordinateur avait détecté un problème et avait donc coupé le moteur. Mais le signal, au lieu d'atteindre le moteur contenant le tuyau rompu, avait mis en arrêt un autre moteur en parfait état de marche. Nous n'avions pas remarqué que le câblage des deux moteurs avait été interverti. Une simple erreur avait failli faire échouer le vol d'Apollo 6. Mais au moins, la réparation était facile. Nous avons raccourci les câbles pour qu'ils ne puissent plus se croiser. Voilà ce que nous avons fait. Le quasi-échec d'Apollo 6 tombe au mauvais moment. En 1968, le risque de se faire souffler la vedette par les Russes est encore très présent. Impossible de retarder davantage les programmes de la NASA. Le troisième vol de Saturne V allait placer des astronautes non pas en orbite autour de la Terre, comme on s'y attendait, mais autour de la Lune. En décembre 1968, alors que la fin de la décennie approche, la course vers la Lune s'accélère. Bien qu'elle ait failli perdre Apollo 6, la NASA avance à grands pas dans le projet Apollo 8, troisième vol de Saturne V et premier vol habité. Le lancement d'Apollo 8 était encore une avancée audacieuse, avec toujours le risque de nouveaux problèmes. Mais la NASA se sentait prête pour ça. Il fallait franchir ce pas si nous voulions aller sur la Lune. Décidés comme nous l'étions à effectuer le vol Apollo 8, nous avons travaillé comme des fous sur ce projet. Je partais travailler à 6 heures du matin et ne rentrais qu'à 8 ou 9 heures du soir. Mes enfants étaient couchés et ma femme me faisait la tête. Nos épouses devaient nous soupçonner d'avoir une maîtresse. Notre maîtresse, c'était cette fusée. Enfin, les ingénieurs pouvaient confier la fusée aux astronautes Frank Borman, Bill Anders et Jim Lovell. Désormais, des vies humaines étaient en jeu. Pour certains, cette perspective était la cause de grosses angoisses. Lorsqu'il s'est agi de faire partir des astronautes, nos craintes se sont vraiment fait sentir. Avant, aucune vie humaine n'était en jeu. Mais là, il y en avait 3 qui dépendaient de notre travail. Et ils comprenaient de quoi ils retournaient. Je n'oublierai jamais une réunion avec Frank Borman. Soudain, j'ai été dépassé à l'idée que nous misions sur leur existence. Pendant mon intervention, j'ai dû perdre un peu de mon assurance. Quand on est parti déjeuner, Frank Borman m'a mis la main sur l'épaule et m'a dit « Vous avez fait le meilleur boulot possible. Nous avons suivi le programme, nous savons à quoi nous en tenir, nous connaissons les risques et nous sommes d'accord pour les prendre. Alors du calme, on est prêt à y aller. » Ça m'a vraiment fait du bien. Ça a sûrement été le meilleur moment que j'ai vécu tout au long de ce programme.
2, 1, 0. Décollage effectué à 7h51, heure de la côte Est. Bonne évolution. Après 50 secondes de vol. Apollo 8, ça a l'air bon pour vous. Au volant de ma voiture, en rentrant après le lancement, j'ai regardé la plateforme et ça m'a fait comme si j'avais perdu un de mes gamins. C'était une perte tragique. Aucun des lancements suivants ne m'a fait cet effet. Mais là, c'était une partie de moi qui était montée, puis qui est redescendue pour tomber quelque part dans l'océan Indien. Une fois les 2 premiers étages utilisés, le sort des astronautes dépend du 3e. Celui-ci est destiné à placer la capsule Apollo en orbite d'attente à 350 km au-dessus de la Terre. Apollo 8, Houston, allez-y, terminé. Puis, à les transporter vers la Lune. Pendant que le premier étage était en orbite autour de la Terre et que les vérifications étaient en cours, il fallait redémarrer le moteur. C'est ce qu'on appelle injection translunaire. L'heure était grave, parce que tout le projet dépendait de ce redémarrage correct. L'ITL était un passage éprouvant pour toute l'équipe. Nous comptions sur le moteur pour démarrer exactement à l'instant prévu et pour brûler son combustible exactement pendant la durée prévue, afin d'atteindre exactement les vitesses requises et d'arriver sur la Lune dans de bonnes conditions. Vous pouvez procéder à l'ITL, terminé. L'injection translunaire réussie, l'équipage entame son voyage de 3 jours vers la Lune. La tâche de Saturne V est terminée. Au cours des missions Apollo, d'une durée de 2 semaines chacune, le démarrage de la fusée n'a pas pris plus d'1 quart d'heure. Mais pour ceux qui l'avaient construite, l'aventure avait duré une grande partie de la décennie. Et ils n'oublieront jamais ces années. À 94 ans, je repense toujours avec émotion au bon vieux temps, quand je collaborais au programme Apollo-Saturne avec Wernher von Braun. C'est l'une des plus belles périodes de ma carrière. Nous avons vraiment trouvé de belles solutions à certains problèmes. Quand j'y pense, ça me fait venir les larmes aux yeux. C'était tellement inimaginable pendant des millénaires de quitter la planète et d'aller sur la Lune. Et maintenant, on peut dire, on est là-haut.